Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à ce webinaire. Merci d'être présents et on remercie aussi beaucoup Elsa Tavernier, Amélie Legouge, Stéphane Herman qui sont tous les trois là pour nous présenter ce webinaire dont le thème est Meta-Trial et Embedded Trial. Donc, qui sont des nouveautés méthodologiques et donc, ils vont nous présenter ces nouveautés à travers deux études menées sur les CHU Tours. Voilà, donc deux binômes pour chacune des deux études. On va juste rappeler quelques règles de participation à ce webinaire. Donc, dans votre menu, vous allez pouvoir écouter ce webinaire via l'audio de votre ordinateur. Donc, on vous recommande l'utilisation d'un casque. Si jamais vous n'avez pas d'audio sur votre ordinateur, vous pouvez aussi appeler en sélectionnant appel téléphonique. Du coup, il y aura un numéro à composer, un code d'accès et un code PIN. Et après, vous pourrez nous rejoindre par téléphone. Il y a quelques fonctionnalités pour pouvoir participer tout au long de ce webinaire. Donc, vous avez dans votre menu une icône main levée. Donc, en appuyant sur cette icône, on voit que vous voulez poser une question. Donc, on vous donnera la parole. Si vous avez un micro, on l'ouvrira. Si jamais vous n'avez pas de micro ou que vous êtes un peu timide, vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas du menu. Vous trouverez aussi dans ce menu quelques documents qui peuvent vous être utiles. Enfin, c'est des documents un peu techniques. Voilà, il y a deux documents. Il y a un premier document qui est la liste d'émargement si jamais vous êtes uniquement pour ceux qui seraient plusieurs autour d'un même PC pour qu'on sache, en fait, tous ceux qui sont solo, on a vos contacts et vos noms, mais tous ceux qui seraient à plusieurs autour d'un PC, on veut bien que vous nous renvoyiez cette liste de présence. Et puis, il y a aussi une attestation, une autorisation d'utilisation du webinar. En fait, si jamais vous prenez la parole, vous nous autorisez à diffuser vos questions sur le replay. Donc voilà, on va laisser le premier duo, donc Elsa Tavernier et le professeur Stéphane Herman, nous présenter la première partie de ce webinaire. Merci à vous. On vous laisse la main et la parole. Dans la présentation, écran. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, on va vous faire une présentation et en visio et à quatre mains avec Elsa Tavernier, ce qui est assez à l'image d'ailleurs du projet en lui-même. Et donc, vous parlez d'un méta-essai international qu'on a fait sur le décubitus ventral vigile chez les patients de réanimation et donc c'est une innovation méthodologique qu'on a pu mener à bien vraiment uniquement par une collaboration avec Elsa qui avait un savoir-faire méthodologique sur cette technique d'analyse, et puis il a fallu convaincre les collègues investigateurs de la pertinence de la démarche, et ça a plutôt été ma contribution. Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait à deux et ça illustre la nécessaire collaboration entre les investigateurs, les méthodologistes, comme on a la chance de le vivre à Tours et dans l'ensemble de Hugo, je pense. Donc, diapositive suivante, si tu peux passer, Elsa, s'il te plaît. Et voilà, donc le projet iProne Covid, c'est au départ un essai randomisé individuel qu'on a mené avec Jonathan Pérez, qui était chef de clinique dans le service à ce moment-là. C'était
pleine première vague, c'est-à-dire qu'on a commencé à y réfléchir juste avant le début de la première vague en France. Donc, la population d'études, c'était les patients de réanimation non intubés. Et l'intervention qui était testée, c'était le fait de mettre ces patients-là en décubitus ventral par comparaison à les laisser sur le dos. Alors, pourquoi décubitus ventral? Eh bien, c'est quelque chose qui, chez les patients intubés, est fait de façon routinière et c'est le traitement standard des malades qui ont une infection grave pulmonaire, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. On les met sur le ventre parce que ça fait deux choses. Un, ça améliore l'oxygénation, c'est-à-dire qu'ils s'oxygènent mieux, les poumons marchent mieux. Ça, c'est une des raisons. Et puis surtout, dans cette population-là, des patients déjà intubés, il y a un vrai bénéfice fort pour le malade puisque ça réduit la mortalité. Donc, il y a un vrai bénéfice très fort sur des besoins à moyen terme du patient puisqu'ils survivent mieux. Chez les patients non intubés, il y avait à ce moment-là pas du tout de données de ce type et donc la question était ouverte. Mais on était dans un contexte très particulier parce que en ce début de première vague, en fait, il y avait des équipes chinoises qui avaient mis des patients non intubés sur le ventre et qui montraient des bénéfices en termes d'oxygénation, mais pas sur des critères centrés sur le patient. Par exemple, est-ce que alors la mortalité, ça peut être difficile à montrer, mais par exemple, est-ce que ça évite d'intuber les malades? Il n'y avait pas de données à ce moment-là. Et on était dans un contexte particulier, un peu, on va dire, de mélange d'euphorie et de crainte sur la première vague pandémique. Et alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'était assez hallucinant, hein, puisque tous les centres mettaient les malades sur le ventre, donc des malades non intubés, hein, en disant, regardez, moi j'ai mis un patient sur le ventre, il était mieux oxygéné, il était bien mieux après. Alors, des photos où les patients étaient sur le ventre et puis ils regardaient leur smartphone, ils regardaient la télé, ils écoutaient de la musique. Enfin, c'était un truc, tout le monde faisait ça. En l'absence totale, à ce moment-là, hein, de preuves scientifiques sur l'intérêt de cette technique. Et donc, il ne vous a pas échappé que sur d'autres sujets, hein, il y a des choses qui ont été faites en l'absence de preuves scientifiques pendant la première vague. Donc là, nous, on a décidé de faire un essai randomisé. Donc, c'est Jonathan qui a porté le projet au niveau du PHRC interrégional Hugo et donc qui a été financé pour faire un essai randomisé. On met les malades sur le ventre versus on les laisse sur le dos et on a prévu d'inclure à ce moment-là 400 patients dans 41 centres et on a élargi un peu en cours d'étude. Donc ça, c'est la première partie, l'étude qu'on a fait en France. Et alors, on incluait des malades sous haut débit nasal et donc qui recevaient des forts débits d'oxygène. Et ce qu'on a remarqué à ce moment-là, quand on était dans la construction du projet, c'est que plein d'autres équipes dans le monde se posaient les mêmes questions que nous et ont monté des essais de la même façon. Et donc ça, on pouvait les voir sur clinicaltrial.gov. Et donc là, je passe la parole à Elsa qui va vous expliquer comment, plutôt que de faire chacun dans notre coin, on a essayé de mettre nos efforts en commun. Oui, en effet, cette parfaite question de recherche, c'était pas seulement en France qu'on essayait d'y répondre. Au même moment, il y avait Miguel Ibira au Mexique, Ivan Pavlov à Québec, Jaili à Chicago, Barbara McNicholas en Irlande et Oriol Ruga en Espagne, qui avaient monté des essais tout à fait similaires qu'on pouvait identifier sur Clinical Trials. Alors, quand on est dans un contexte comme ça, où il y a des équipes qui ne se connaissent pas, qui travaillent sur la même thématique, on appelle ça plutôt un contexte concurrentiel, où la stratégie adoptée, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir le publier avant les autres. Mais là, c'était quand même différent, parce que ça faisait beaucoup d'essais et on était dans l'urgence de la pandémie. Donc, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de mieux à faire.
Et c'est pour ça qu'on a pris contact avec ces gens, d'abord par mail, et puis après, on leur a proposé de se rencontrer lors d'une visioconférence. Un peu avant, Stéphane et moi-même, on avait convenu d'un design pour leur faire une proposition un peu concrète. Et on leur a demandé s'ils souhaitaient, avec nous, construire ce design inédit du meta-trial, que j'ai traduit là en méta-essai, qui consiste, alors comme les méta-analyses habituelles rétrospectives, à mettre en commun des données d'essais qui sont réalisés indépendants, afin d'avoir plus d'informations. Mais ce n'est pas du tout une méta-analyse au sens habituel, qui d'habitude se fait rétrospectivement sur des essais qui ont arrêté de recruter, sur des essais qui souvent sont publiés. Et là, il était absolument hors de question d'attendre que chaque essai indépendamment finisse son recrutement, parce que ça aurait pris énormément de temps et ça aurait finalement apporté une masse de données qui était un peu trop importante par rapport à la question. Donc là, ce principe du meta-trial, c'était vraiment avant l'inclusion de tout patient, de faire un nouveau plan d'analyse avec un nouvel effectif global qu'on a fixé à 1000 patients, parce que c'était l'ordre de grandeur quand on additionnait les essais individuellement, et puis avec des analyses intermédiaires tous les 200 patients, ce qui correspond à l'effectif du plus petit essai. Afin de répondre au plus vite à la question, de savoir peut-être qu'on pouvait y répondre au bout de 200 patients, 400 patients, 600 patients. Et vraiment, la particularité, c'était ce plan d'analyse intermédiaire. Donc, on s'est transmis les taux d'échec dans chaque essai avec des critères d'arrêt pour efficacité. Et sur le critère commun qu'on a redéfini globalement en écrivant un nouveau protocole pour ce design qui supplantait du coup tous les protocoles individuels. On a publié ce protocole avec le plan d'analyse pour anticiper la suite, pour montrer que c'était vraiment avant toute réalisation des essais. Et on a également publié un appel à participation pour éventuellement récupérer d'autres personnes qui travaillaient sur la même question qu'on aurait manqué, ou peut-être même des médecins qui voulaient créer un nouvel essai et participer à cet effort collectif. Et pendant toute la réalisation de ce méta-essai, on s'est réunis alors environ toutes les 2 semaines, ça c'était notre rythme de croisière, le comité de pilotage avec les investigateurs et les investigatrices de chaque essai. Stéphane Herman qui, au fur et à mesure, a eu un rôle un peu différent. Enfin, c'est vraiment lui qui a fait le lien entre les différentes personnes. Donc, j'ai mis supervision. En fait, je voudrais surtout pas que ça enlève le caractère très, très collaboratif de cette expérience. Parce que il y avait également moi-même qui était statisticienne méthodologiste et on était comme ça une douzaine ou une dizaine de personnes à prendre les décisions pour la poursuite de ce méta-essai. Et puis, afin de s'assurer qu'on resterait le plus rigoureux possible et qu'on prenait les décisions les plus objectives, on a aussi fait appel à un comité consultatif indépendant, qui sont des chercheurs qui n'étaient pas impliqués dans les essais initiaux et qui ne sont pas auteurs, évidemment, du papier final. Alors, après la réalisation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en janvier 2021 de cette année que le comité de pilotage et le comité indépendant ont décidé d'arrêter le recrutement, puisque la 3e analyse intermédiaire montrait que le décubitus ventral permettait de réduire le risque d'intubation ou de décès à 28 jours. Donc, à ce moment-là, on a pris la décision d'arrêter les inclusions en suivant évidemment les patients qui avaient déjà été inclus et qui n'avaient pas encore 28 jours de suivi. Et puis, on s'est organisé, ce qui était assez compliqué pour vraiment envoyer les données individuelles de tous les patients, de tous les essais, afin de constituer une unique base de données avec des variables définies vraiment de manière identique entre tous les essais. Et cette grosse base de données, que je suis la seule à y avoir accès, à vrai dire, elle constitue en 1121 patients.
Donc, si vous avez entendu tout à l'heure, l'effectif qu'on s'était fixé, il était à 1000 patients. Là, on l'a un petit peu dépassé parce que, évidemment, c'était compliqué de suivre le rythme de la pandémie. En fait, dès la première analyse intermédiaire, donc là, il y a eu 3 analyses intermédiaires. La première analyse intermédiaire, elle était déjà au-delà de 200 patients. Puisque j'ai un peu simplifié les choses en disant qu'on s'était réunis tous les investigateurs et investigatrices de chaque essai, mais initialement, on était seulement à la première visio, l'Irlande, l'Espagne, le Canada, les États-Unis et nous-mêmes. Et c'est suite à la publication de l'appel à participation pour l'effort collectif que le Mexique nous a rejoints. Il nous a rejoints avant toute analyse, mais justement en apportant ces données, ça a déclenché la première analyse intermédiaire à un peu plus à 248 patients. Ensuite, la deuxième analyse intermédiaire, on suivait le rythme, et puis il y a eu la deuxième vague au mois de novembre, décembre, où là, les recrutements se sont emballés. Donc, le temps aussi de prendre la décision de la réunion de la troisième analyse intermédiaire et de prendre la décision d'arrêter, on était déjà avec d'autres inclusions, ce qui nous arrivait à la fin à 1121 patients. Et on peut voir aussi que les effectifs apportés par chaque essai sont assez différents. Dans l'idéal, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir autant de patients dans chaque essai. Ça nous aurait apporté beaucoup plus d'informations sur l'effet traitement, spécialement en Espagne, par exemple. Là, c'est pas possible. Mais bon, en même temps, on se trouve avec 100 fois plus de personnes qui habitent à Mexico en comparaison à Galway en Irlande, avec une densité de population qui est 4 fois plus importante. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Et ce qu'on peut se dire en voyant ça, c'est que les patients qui ont été inclus dans les 3 essais les plus petits, la Canada, Irlande, Espagne, s'ils n'avaient pas participé à ce design collectif, leurs données n'auraient certainement pas été valorisées. Est-ce qu'ils auraient pu seulement les publier? C'est pas sûr, alors que là, les patients, leur consentement, leur suivi ont été valorisés au même titre que les patients américains, français et mexicains. Et maintenant, Stéphane, tu peux nous en dire un peu plus sur les résultats? Donc la question était pertinente et la réponse est intéressante. C'est une étude positive et donc toutes les études sont positives, mais disons que là, l'hypothèse a été vérifiée, c'est-à-dire que sur le critère de jugement principal qui était l'échec du traitement, eh bien, c'était significativement plus fréquent chez les malades du groupe contrôle. Et donc, le fait de mettre les malades non intubés qui reçoivent des forts débits d'oxygène sur le ventre, eh bien, ça permet de maximiser le succès du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a appelé le succès échec de traitement? L'échec, c'était d'être intubé ou de décéder sans être intubé. Donc, c'est un critère composite, mais qui permettait de prendre en compte d'éventuels malades qui ne seraient pas intubés en raison de leur décès prématuré, ce qui méthodologiquement poserait souci que de compter des décès, des non-intubations par décès comme des succès. Donc, c'est intubation ou décès non intubé, le critère de jugement principal, qui est donc significatif, comme vous le voyez sur ce graphique. Et donc, c'était essentiellement porté par une réduction du recours à l'intubation qui passait de 40% à 33%. Et il n'y avait pas de différence significative sur la mortalité. Dans les autres résultats secondaires, on a observé un sevrage plus rapide de l'oxygène à haut débit, ce qui néanmoins ne s'est pas traduit par une sortie plus rapide de réanimation ou de l'hôpital, ce qu'on aurait pu espérer. Donc, une étude positive et donc un moindre échec de traitement. Dans les analyses secondaires qu'on a menées, on a regardé les durées que passaient les patients sur le ventre et on s'est rendu compte, comme ça on le voit sur ce graphique, eh bien que à gauche du graphique, vous avez les patients qui passent peu de temps sur le ventre chaque jour, donc 0 à 2 heures, 2 heures à 5 heures, et vous voyez que il y a autant de bleu que de rouge, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de succès que
que d'échec du traitement et disons que ça ne marche pas très bien pour simplifier. Et quand on regarde sur la droite du graphique, où là, il y a des patients qui, effectivement, ont fait beaucoup d'équidus ventral chaque jour, plus de 8 heures, voilà, 5 à 8, puis 8 à 11, puis 11 à 13 et plus de 13 heures. Et vous voyez que là, le bleu devient très prédominant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de succès. C'est-à-dire que au-delà de 8 heures par jour de décubitus ventral, eh bien, les malades sont très peu intubés. Voilà. Et donc, ce qui nous amène à recommander de faire plutôt au moins 8 heures par jour. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on observe, hein. On ne peut pas affirmer la causalité, hein, puisqu'on n'a pas randomisé les durées. Et bien sûr qu'il y a des facteurs confondants, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que des patients moins graves peut-être ont plus de chances de succès de traitement et peut-être ont plus de facilité à se mettre sur le ventre. Voilà, hein. Donc bien entendu qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de biais. Mais néanmoins, depuis cet article-là, les analyses secondaires qu'on conduit sur différentes données ont l'air de confirmer les choses et il faut faire au moins 8 heures par jour. Voilà, donc la diapositive suivante. Et donc, oui, c'est les résultats donc qu'on a pu publier tous ensemble avec l'ensemble du groupe dans le Lancet Respiratory Medicine. Et c'est à ce jour les données les plus probantes avec le plus haut niveau méthodologique qui permettent d'apporter des arguments scientifiques forts pour mettre tous les malades qui ont les critères d'inclusion dans ce métatrial, de les mettre sur le ventre au moins 8 heures par jour. Et je te repasse la parole, Elsa, pour la diapositive suivante. Merci. Oui, alors le point d'orgue de toute cette collaboration, c'était que chaque personne voulait un peu communiquer autour de cette sortie dans cette respiratory medicine dans chacun des pays. Et en fait, on a choisi d'écrire un communiqué de presse, le même communiqué de presse, envoyé le même jour où on savait que l'article sortait. Et on a pu voir dans toutes les différentes langues, les interviews de l'investigateur ou de l'investigatrice locale, mais ensuite toute l'explication du texte qu'on avait écrit ensemble. Donc ça, c'était voilà, le point final de cet article Princeps. Alors, pour vous refaire un peu le calendrier des dates, fin mars, c'était le financement de Hypome Covid, l'essai français. Moins d'un mois après, c'était la première visioconférence avec les autres pays. Et ensuite, jusqu'au mois de juin, on a finalisé le protocole qu'on a soumis au BMJ Open, qui a été publié plus tard le temps du reviewing, mais soumis dès le mois de juin. Et le mois de juillet, c'était la publication de l'invitation à rejoindre l'effort collaboratif, qu'a donc trouvé l'investigateur mexicain et qui nous a rejoints, déclenchant la première analyse intermédiaire. Se sont suivies la deuxième et la troisième analyse intermédiaire, où là, il a été décidé que les résultats étaient efficaces et qu'on pouvait arrêter le recrutement et poursuivre les analyses afin de publier les résultats, ce qui était au mois d'août. Donc, pour conclure sur cette expérience, alors là, on a beaucoup parlé plutôt de l'aspect méthodologique parce que c'était ça l'innovation, mais avant tout, ça a montré qu'il y avait un bénéfice pour les patients atteints de Covid, avec une implication clinique qui est immédiate sur tout le globe, vu que c'est une intervention qui n'a aucun coût et qui est facile d'accès. Le niveau de preuve de cette étude, il est élevé au même titre que si ça avait été un essai international randomisé. On a gardé les mêmes niveaux de preuve de chaque essai individuel. Le méta-essai, c'était vraiment une création. Là, c'était la première expérience du méta-essai au monde. On a eu besoin de ce mot d'ailleurs pour y faire référence parce que sinon on traînait toute une suite de définitions de méta-analyse prospective avec analyse séquentielle et tout ça, et qu'on voulait se différencier des analyses rétrospectives.
Donc, ça a été d'une efficacité incroyable puisqu'on a quand même réuni 1121 patients avec moins de 16 mois entre le début de l'étude et la publication des résultats. Pour ce qui est de la suite, le groupe, donc nous avons créé le comité de pilotage. On continue de se réunir, même si c'est pour le moment fini pour l'article principal, parce qu'on essaye d'exploiter au mieux toutes les données qu'on a. Et donc, on a déjà réalisé d'autres analyses supplémentaires. Ce sera tout pour moi pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Ça, c'est Stéphane qui s'en va. Est-ce que, ouais, je ne sais pas si on m'entend. Je disais qu'il n'y avait pas de questions pour le moment, donc je remercie le professeur Herman. Je sais qu'il est parti. Du coup, je veux bien, Amélie, que tu poursuives et puis on prendra les questions à la fin. N'hésitez pas. Ah, il y a des questions d'arrivée. Ah bon, bah il y a des questions d'arrivée. Alors du coup, on va les poser à Elsa. Est-ce que tu peux les lire? Alors, l'autre fin souhaite prendre la parole. Je vais essayer d'allumer votre micro, monsieur Fin, si vous en avez un. J'allume votre micro, mais ah voilà, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur Fin. Vous Ouais, très bien. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience qui a dû être assez étendu, intéressant vu l'ampleur. Bravo pour ce gros succès, j'imagine. Concrètement, comment est-ce que vous avez fonctionné avec le partage de données? Vous avez fait une seule base commune, vous avez défini des bases individuelles que vous avez fusionnées, vous avez partagé des résultats agrégés? Alors, pour les analyses intermédiaires, on a partagé uniquement des résultats agrégés, c'est-à-dire le nombre de patients randomisés dans chaque bras et le nombre d'échecs. On n'avait pas besoin de plus pour faire les analyses intermédiaires. Pour l'analyse finale, en fait, dans chaque essai, il y avait une base de données, mais qui était un format différent, avec des dates, avec des unités différentes. Et là, on a écrit d'abord un dictionnaire des données avec vraiment le nom de la variable que je voulais recevoir et la définition de la variable, de savoir si c'est un délai, il faut que ce soit en jours, il faut que ce soit en heures, afin que ce soit vraiment fusionnable à la fin pour créer une seule base de données unique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la réponse, monsieur Fin. Oui, merci. Ah oui, très bien, parfait. Alors, on a une autre question, enfin deux autres questions, mais qui sont les mêmes, donc posées par Madame Omnes et Madame Aprolon concernant les démarches réglementaires qui ont été réalisées. Comment vous les avez gérées et notamment la différence de réglementation entre chaque pays. Alors, ça a été une étape qui était assez fastidieuse pour partager les données. C'était beaucoup Delphine Vallin à Tours qui m'a aidé là-dedans. En fait, c'était les investigateurs et investigatrices des autres essais qui proposaient un document.
on a écrit un document avec toutes les conditions de savoir qu'on n'avait pas le droit de profiter des données pour publier sans que les autres soient au courant, par exemple, et puis avec toute la liste des variables qu'on avait écrites pour que ce soit extrêmement clair de savoir ce qu'on partageait. Merci. Je pense que ça répond à les questions posées. Du coup, on va laisser la parole à Amélie Legouge pour qu'elle puisse réaliser sa présentation. Merci, Elsa. Bonjour, donc moi je vais vous présenter un essai randomisé séquentiel qu'on a emboîté dans un essai qui était déjà en cours, donc il s'agit de CAP Covid. Donc le contexte, on se situait au début de l'épidémie Covid en France, donc début mars. On avait un essai randomisé CAP Code coordonné par le professeur Pierre-François Dequin, chef des services de réanimation de Tours, qui était en cours, dont l'objectif principal était d'évaluer l'efficacité de la corticothérapie à dose faible dans la pneumopathie communautaire aiguë grave, donc corticothérapie versus placebo. Donc début mars, les centres ont commencé à nous questionner en fait sur la possibilité d'inclure des patients Covid dans cet essai qui était en cours. Et on s'est dit que c'était une bonne question à se poser, voir si l'hydrocortisone pouvait être efficace contre donc, le Covid. Donc, Pierre-François Dequin a décidé de déposer un PHRC national 2020 qui a été retenu pour évaluer l'efficacité de la cortico dans le Covid. Donc, le gros avantage qu'on avait, c'est que vu que l'essai était en cours, on avait déjà les unités thérapeutiques disponibles sur site, dans les centres, et que les équipes étaient bien rodées sur le processus de CAP-Code. Et finalement, CAP-Covid était assez ressemblant à CAP-Code, avec un même CRF, avec quelques données spécifiques pour donc, la pathologie Covid. De même, les démarches réglementaires ont été largement simplifiées et accélérées, car finalement, on a eu besoin uniquement de faire une modification substantielle à CAP-Code pour inclure les objectifs de CAP Covid, ce qui a permis de démarrer très rapidement. Alors, au niveau des réflexions méthodologiques qu'on a pu se poser, c'est certes mener un essai l'essai CAP Covid intégré dans CAP Code. C'était une opportunité à saisir, mais on ne voulait pas pour autant mettre en péril l'essai CAP Code. Donc, on se posait la question comment analyser les données. Est-ce qu'on allait faire des analyses en sous-groupe ou alors mener un essai dans l'essai? L'inconvénient de l'analyse en sous-groupe, c'est qu'il fallait que le critère de jugement soit identique entre les deux essais, ce qui n'était pas forcément pertinent, puisque dans le CAP-Code, en fait, le critère de jugement principal était la mortalité à J28. Et lorsqu'on a commencé à monter des essais Covid, on était plus sur des critères de jugement un peu plus précoces, sur du J14, J21, et puis on n'avait pas encore trop de données sur la mortalité en tant que telle. Donc voilà, c'était des questionnements qu'on se posait. De plus, on aurait pu, en faisant des analyses en sous-groupe, avoir une hétérogénéité potentielle sur les populations d'analyse. Puis le gros inconvénient, c'est que si on voulait faire ça, il fallait attendre la fin de CAP-Code. Et bon, c'est pareil, hein, c'était un essai Covid, donc il nous fallait des résultats très rapidement. Donc finalement, on a adopté le principe de l'essai dans l'essai. Donc pour ce faire, nous avons suspendu les inclusions dans CAP-Code, mis en place l'essai CAP-Covid, et on s'est dit qu'on allait reprendre l'essai CAP-Code une fois que CAP-Covid sera terminé. Donc je parlais du critère de jugement principal, donc on s'est posé la question, est-ce qu'on prenait la mortalité à J28 comme dans CAP-Code? Est-ce qu'on adoptait plutôt une échelle ordinale que l'OMS proposait pour les essais Covid? Est-ce qu'il fallait recueillir le critère de jugement de manière plus précoce, J14, J21? Finalement, on a statué, avec le peu de données dont on disposait à l'époque, sur la notion d'échec à J21, qui consistait entre la survenue des décès ou les patients encore sous support ventilatoire, c'est-à-dire sous ventilation mécanique ou oxygénothérapie à haut débit.
Donc après, se poser la question comment répondre rapidement à la question, et on s'est demandé si on allait plutôt adopter une approche bayésienne ou fréquentiste avec un design séquentiel. Donc pour ce faire, on s'est rapproché de Sarah Zohar qui travaille à Paris et donc parce que nous, à Tours, on ne maîtrise pas forcément l'approche bayésienne, donc il nous a conseillé pour voir quelle était la meilleure approche. Donc on a choisi une méthode simple et implémentée, donc plutôt de type fréquentiste, avec un design séquentiel. Donc on a échangé pas mal sur les méthodes qui existaient. On a défini un design avec une étude de simulation. On a planifié 5 analyses intermédiaires, tous les 50 patients, avec un nombre maximum de patients à inclure de 290. Alors pourquoi 290? C'est très pratico-pratique, c'est qu'en fait, il nous restait 290 unités thérapeutiques disponibles sur site. Et donc, on a fixé des bandes d'arrêt de l'essai, à la fois pour efficacité et pour futilité. Donc en pratique, les analyses intermédiaires, elles étaient planifiées selon ce schéma. Donc c'est-à-dire que si on sortait le résultat de l'analyse intermédiaire, on nous faisait sortir par le haut du graphique, c'est qu'on conclut à l'efficacité. Par le bas, c'est qu'on conclut à la futilité. Et donc à chaque analyse intermédiaire, on a des bornes. Donc au niveau du dimensionnement de l'essai, c'était compliqué puisqu'on avait très peu de données disponibles dans les littératures face à cette pandémie. Les hypothèses étaient très incertaines, donc on s'était laissé la possibilité dans le protocole de recalculer l'effectif en fonction des résultats qu'on observait. On s'était aussi laissé une petite porte ouverte sur le fait de passer de l'essai en aveugle, puisqu'on était cortico versus placebo, mais à un moment donné, s'il nous fallait continuer à inclure dans le cas Covid, de passer l'essai en ouvert, en fait. Vu qu'on avait un nombre d'unités thérapeutiques limité et que vu qu'on était en pandémie, les campagnes de production de placebo étaient impossibles. Donc, voilà. Au niveau de l'essai en ouvert, il y avait 2 possibilités qui s'offraient à nous. Enfin, le cas échéant, c'était la possibilité de fabriquer le placebo dans les services, puisque les services de réanimation ont l'habitude de mener quelques essais comme ça, ou de réaliser carrément l'essai en ouvert, comme ça a pu être fait dans d'autres pays. Donc, on était face à des prises de décision très, très rapides à prendre. Il fallait aller vite, mais à la fois faire bien. Donc, on a sollicité un réseau européen d'experts qui nous donnent leur avis extérieur. Et afin d'être tout à fait transparent, on a rédigé un article méthodo pour expliquer tous les raisonnements qu'on a eus. Ensuite, on a décidé d'élargir le comité de surveillance. Donc initialement il y avait 3 membres, donc on a rajouté une méthodo biostatisticienne qui avait une expérience dans les analyses intermédiaires et un infectiologue. Donc au niveau du calendrier, donc la première inclusion avait démarré le 7 mars, parce qu'en fait il y avait eu une inclusion Covid avant. Au moment où on s'est questionné pour monter, c'est à l'initiation du montage de cas Covid. Ceci dit, on a déposé la demande d'autorisation au CPP le 31 mars, qui l'a validée, et ensuite on a eu l'autorisation de l'ANSM le 9 avril, donc ça a été très très rapide. Le 17 avril, on était déjà à 50 patients, dont le critère de jugement J21 a été recueilli, donc première analyse intermédiaire. Une semaine plus tard, on était déjà à 100 patients, donc deuxième analyse intermédiaire. Donc techniquement, on n'a pas pu réunir le CSI, le comité de surveillance indépendant, dès le 17 avril. Donc ils ont eu le 30 avril leur première réunion et ont pu avoir à disposition les résultats de l'analyse intermédiaire numéro 1 et numéro 2. Ils ont décidé de poursuivre l'essai. Jusqu'au 18 juin, on a eu le critère de jugement pour le 149e patient. Alors 149 et pourquoi pas 150, c'est qu'en fait, il y avait l'été qui arrivait. Donc afin de pouvoir faire une réunion pour statuer sur les résultats de l'analyse numéro 3, on a préféré réaliser cette analyse avant l'été, ce qui nous a permis de prendre une décision. Et puis l'autre fait, c'est qu'au même moment, en fait, au mois de juin, on avait les premiers résultats préliminaires de recovery qui avaient l'air de montrer que l'hydrocortisone, enfin la corticothérapie, était efficace dans le Covid. Donc, le CSI se réunit le 30 juin
et a décidé donc, au vu de la littérature, des résultats qui venaient de sortir, ainsi que les résultats de l'essai, qu'il fallait arrêter Cap Covid. Donc en fait, en parallèle de toutes ces étapes, on a bien évidemment donc mis à jour le protocole, mis à jour l'ICRF pour recueillir des données supplémentaires donc, spécifiques à Cap Covid, mis à jour Clinical Trials en intégrant les objectifs de Cap Covid donc, dans le Clinical Trials de CapCode. Il a fallu rapatrier les unités thérapeutiques vers les sites participants, puisque tous les sites de CapCode ne participaient pas forcément à Cap Covid. Et donc coordonner la saisie et le contrôle des données à distance. Donc c'est vrai que face à l'affluence des patients en réanimation, la saisie a été quand même très rapide malgré tout, et toutes les étapes ont pu être menées vraiment au fil de l'eau pour pouvoir analyser les données sur des données consolidées. Donc les résultats donc, qui portaient sur les 149 patients, on avait 900 participants sur les 33 de CapCode. Donc au niveau des caractéristiques à l'inclusion, un peu plus d'hommes, une médiane d'âge qui était autour des 65 ans, le début des symptômes qui remontaient en médiane à 9 jours, 9-10 jours, et la majorité des patients étaient sous ventilation mécanique invasive dès l'inclusion. Donc au niveau du critère du jugement principal, on observait 42% d'échecs dans le groupe hydrocortisone versus 50% dans le groupe placebo. Donc un résultat qui n'était pas statistiquement significatif. Par contre, quand on regarde les composants à l'intérieur du statut AJ21, donc là, on a les différentes couleurs, on voit quand même qu'au niveau de la mortalité AJ21, on passe de 15% de mortalité AJ21 à 27% dans le groupe placebo, ce qui allait dans le sens des résultats retrouvés par Recovery, d'où la décision du CSI aussi d'arrêter Cap Covid, parce qu'il n'était plus éthique de randomiser des patients versus placebo, alors qu'on sous-tendait quand même que l'hydrocortisone est efficace dans la pathologie. Donc en termes de valorisation et communication, donc on a eu cette publication de la genèse de Cap Covid. On a participé aussi à une méta-analyse qui était réalisée sous l'égide de l'OMS au mois de juillet. Donc la méta-analyse portait sur 7 essais avec le traitement étudié, différents corticothérapies, versus placebo pour seulement 2 essais, Cap Covid et Covid stéroïde. Les autres, c'était versus usual care. Donc là, je vous ai mis les effectifs maximum planifiés et ce qui a été inclus au mois de juillet. Donc avec forcément un effectif très important pour Recovery par rapport aux autres. Donc nous, on était à 149 patients. Donc les résultats de la méta-analyse montrent que l'hydrocortisone est efficace, donc avec un critère de jugement qui était la mortalité autour des J28. Donc, on a pu bénéficier en fait de la publication du protocole de cette méta-analyse à laquelle on était associé. Et donc, en fait, on avait une opportunité, en fait, le JAMA acceptait de publier à la fois et en même temps les résultats de cette méta-analyse ainsi que des principaux essais de la méta-analyse, ce qui a fait qu'on a pu publier les résultats donc, de Cap Covid dans le JAMA en même temps que les autres essais. Donc c'était vraiment une opportunité à saisir pour la publication rapide des résultats. Donc en termes de rétrospective, donc mi-mars, on commençait à initier la méthodo. Fin mars, en début avril, on avait les autorisations. En avril et juin, on menait les analyses intermédiaires. Juillet, on avait l'acceptation de l'article méthodo et la soumission de Cap Covid avec la méta-analyse. Et en septembre, on a la publication des résultats. Donc, c'est vrai qu'en termes de calendrier, c'est de l'inédit, clairement, on n'avait jamais vécu ça. Donc, ça a été une expérience très riche et très enrichissante
avec une réactivité de tous qui était quand même remarquable. Personne ne comptait ses heures pour essayer d'obtenir ces résultats le plus rapidement possible, donc avec des applications directes donc, chez les patients dans les services de réanimation. Donc voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ces deux présentations de beaux exemples de méthodologie, semble-t-il, innovantes. On avait eu des questions pour la présentation précédente concernant, alors toujours en termes de réglementation, on nous a demandé si vous aviez sollicité des avis d'éthique dans chacun des pays. Oui, tout à fait. Alors, c'était vraiment le grand intérêt de ce design, c'est qu'en fait, chaque essai était complètement indépendant pour s'adapter à la réglementation de son pays. De toute façon, chaque essai avait un financement indépendant, il y avait un comité éthique indépendant dans son pays et ont été faits avant qu'on se rencontre. Ah, parfait, merci. Du coup, on avait une autre question également, toujours concernant votre essai sur les données. Est-ce que les données ont été partagées avec les équipes étrangères et est-ce que du coup, vous avez eu par la CNIL cette autorisation de partage si vous avez partagé vos données? Non, donc les partages de données sur données individuelles, c'est pas la première expérience qu'on a. Moi, je crois que toi aussi t'en avais fait. C'est vraiment compliqué. Donc c'est une juriste qui nous aide à rédiger les documents qui sont extrêmement précis. Et en l'occurrence, là, pour partager avec tout le reste de l'équipe, ça aurait été assez compliqué. Donc pour le moment, je suis la seule à avoir accès à cette base de données. D'accord. Bon, je pense que ça répond bien à cette question. Je vais rouvrir le micro de Loïc Fin parce qu'il a une autre question. Donc, je pense à Amélie. Allez-y, Monsieur Fin, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Merci aussi pour ce retour. Moi, je voulais revenir sur la méthodologie que vous avez utilisée, le côté embedded dans un essai déjà construit, déjà prêt finalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réenvisager pour d'autres études ou est-ce que finalement c'était une solution un petit peu opportuniste, sans jugement de valeur du tout, vu le contexte, vu les fast track qui étaient organisés par toutes les instances d'autorisation, où là c'était finalement plus rapide de faire comme ça. Voilà, quel est l'avantage finalement de cette méthodologie-là par rapport à concevoir une étude de A à Z et indépendante? Ouais, c'est vrai que là, c'était clairement une question d'opportunité. Déjà, une étude versus placebo, on n'aurait jamais pu la faire. Et puis, c'est qu'en fait, la question a vraiment émané des centres. Donc, on était presque, comme vous l'avez vu sur le graphique, on avait finalement déjà une première inclusion de Covid, en fait, avant même d'avoir l'autorisation. Donc, on était un peu borderline niveau réglementation. C'est vrai que c'est pas une question qu'on s'est reposée depuis. Là, c'était vraiment saisir le train en marche, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai que ça peut faire référence quand même aussi aux essais qu'on voit émerger au niveau des schémas adaptatifs. Nous, on n'a pas encore mis en place, mais qu'on a pu voir pulluler depuis le début de la pandémie. Donc, c'est peut-être des schémas qu'on peut réenvisager dans d'autres types de pathologies. Plusieurs bras qu'on arrête au fur et à mesure, qu'on laisse tomber un bras, que voilà. Peut-être des choses un peu plus flexibles dont on a l'habitude de par ailleurs. En général, on a une question, on fait un essai. Mais pour l'instant, nous, personnellement, on ne s'est pas reposé la question depuis cette expérience. Ok, merci. Alors, nous n'avons pas d'autres questions, semble-t-il. Je revérifie. Et pas d'autres personnes qui souhaitent non plus intervenir.
Ah, si, Monsieur Chrétien, du coup, je vais vous ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question. On vous écoute. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Chrétien. Si vous pouvez allumer votre micro, si vous en avez un. Auquel cas, vous pouvez poser votre question dans la... Mon micro n'est pas ouvert. Ouais, ça y est, normalement, il est ouvert. Je le vois. Est-ce que... On voit votre micro ouvert, nous, à l'écran, donc je ne sais pas si vous nous entendez. Si. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez utiliser, comme tout à l'heure, le module de questions? On va le relayer. La relayer. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, Monsieur Chrétien. En attendant la question, c'est peut-être qu'elle est longue. C'est ça. Il y a eu jusqu'à 33 participants, sans nous compter nous et les présentateurs. Donc, c'est un sujet qui est très technique, mais qui a plébiscité, qui a été assez plébiscité par nos experts de l'interrégion. Donc, on remercie tous les participants de s'être connectés. Et puis évidemment, pour ceux qui ne seraient pas... Ah, voilà la question de Jean-Marie. Pour ceux qui n'auraient pas pu participer ou pas en entier, n'hésitez pas à relayer l'info comme quoi ce webinaire sera disponible en replay sur notre site internet très bientôt. Donc la question de Jean-Marie Chrétien est: pour les analyses intermédiaires, avez-vous été confronté au problème de gel partiel de base? Vous m'entendez peut-être maintenant là? Ça y est, on vous entend là. Ok. Donc oui, quand on a des analyses intermédiaires comme ça, très fréquentes, relativement fréquentes, tous les 50 patients, moi ça me rappelle une étude du même style, mais c'était tous les 40 patients il y a quelques années. C'est un vrai challenge d'avoir des données qui sont prêtes et validées en temps et en heure pour faire les analyses en question. Et donc, je voulais savoir comment vous avez relevé ce challenge. En fait, au niveau de la saisie, bon, clairement, les centres ont joué le jeu et voilà, ceux qui étaient prêts à le faire l'ont fait. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les centres non plus. Mais la saisie a été faite très rapidement. On faisait un focus, bien évidemment, sur le critère de jugement principal pour les analyses intermédiaires. Alors, au niveau du data management, ça a été fait au fil de l'eau. Par contre, on n'avait pas de délégation de monitoring qui a pu être mise en place. Donc, les données n'ont pas été monitorées. Donc, voilà. Donc, quand je dis consolidé, ce n'est pas non plus à 100%, parce que dans le CapCode, on avait du monitoring sur site. Et puis, le problème auquel on a été confronté, c'est qu'on faisait un focus sur le critère de jugement principal et les critères de jugement secondaire souhaités par le CSI pour compléter en descriptif. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on leur a demandé des données AJ28 et AJ90, donc plutôt des données de suivi. Et c'est là où ça a été compliqué à récupérer et qu'en plus, il ne fallait pas, puisqu'on ne pouvait pas faire de gel partiel de l'ICRF qui modifie les données préliminaires. C'est pas arrivé, mais c'est là où ça a été vraiment compliqué pour récupérer les données parce que les centres sont passés à autre chose aussi entre-temps. Donc voilà. Mais donc quand je dis données consolidées, c'est pas aussi bien que CapCode, on va dire, parce que pour le coup, CapCode, on avait aussi des analyses intermédiaires prévues, mais sur la base de données saisies, verrouillées, monitorées, data managées. Donc là, on n'a pas eu d'étape de monitoring. Et suite à la fin de l'étude, est-ce qu'il y a eu un monitoring complet qui a été fait de ces patients-là ou pas? Et est-ce que suite à ce monitoring, éventuellement, vous avez détecté des différences petites ou grosses sur vos critères de jugement?
Non, il n'y a pas eu de monitoring a posteriori sur les patients Covid. Les monitorings ont repris pour CapCode, une fois que Cap Covid a été arrêté, qu'on a pu reprendre les visites de monitoring. Par contre, c'est vrai que quand les données de suivi AJ28 et J90 ont été saisies, moi personnellement, je me suis un peu questionnée sur la qualité des données, parce que quand on croise les données, même en tant que stats au niveau des bases, quand on regarde un petit peu, il y avait quand même des choses voilà, qui pouvaient être un peu surprenantes. Mais quand il y a des centres, clairement, qui répondaient aux queries, mais peut-être pas de manière. Enfin, à un moment donné, on sentait une certaine lassitude. On était confirmé, mais on sentait que l'incohérence, elle restait. Donc, je pense que. Mais on a été, nous aussi, confrontés au même type de problème sur des études Covid. Donc, Ouais. on comprend bien. C'est un point qui est quand même très compliqué quand on a de multiples analyses à faire très rapidement, d'avoir des données dont on est absolument certain de la fiabilité. Oui, bah oui, c'est oui, totalement. Mais je sais pas, en plus, moi le monitoring, je sais pas si vous avez eu des études où vous avez fait du monitoring a posteriori, mais je voyais pas l'intérêt, quoi. Si ce n'est de montrer qu'on avait analysé des données peut-être qui n'étaient pas. C'était pas a posteriori, c'était pour terminer le monitoring. C'est-à-dire nous, on a une étude Covid comme ça dans laquelle il y a eu à la fois des moniteurs qui ont été envoyés sur site, il y a eu la délégation de monitoring, mais au moment où on était en situation de faire l'analyse, tout le monitoring n'était pas complètement terminé. Et donc, on a été en situation de faire l'analyse alors que tout le monitoring n'était pas complètement terminé. Et ça met dans des situations inconfortables quand le monitoring est terminé. Oui, là, c'est là où tu vois les erreurs. Voilà. Bah, nous, du coup, on l'a pas vu au niveau du monitoring, mais au niveau du data management avec Karine, on a bien senti que voilà, les centres ne voulaient plus répondre, quoi. Ouais. Et puis quand on leur modifiait des données, qui restaient des incohérences, ils faisaient n'importe quoi derrière, il y avait d'autres incohérences qui ressortaient. Ouais, c'était très compliqué. Ok, merci. Donc vous avez eu les mêmes problèmes que nous, globalement. Oui, Jean-Marie. Bon, j'ai pas d'autres questions. Je vous laisse terminer. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas eu de questions intermédiaires depuis donc la dernière question de M. Chrétien. Donc, on va pouvoir clore la présentation ici. Le calendrier des lundis du GIRSI pour 2022 n'est pas encore tout à fait établi. Donc, il sera probablement tournant par DRCI comme cette année. Après, voilà, il va être peut-être un peu modifié, comme vous le savez tous. Donc, le nouveau coordonnateur médical du GIRSI va passer à Brest sous l'égide du professeur Alain Sarraud. Voilà. Merci beaucoup encore à nos deux présentatrices. Voilà, c'était fort intéressant. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir.